11h10, on va se laisser une petite heure ensemble. On va démarrer 45 minutes nous et puis après on prendra des questions des gens. C'est la 5e masterclass qu'on fait et ça a plutôt bien marché jusque-là. Donc on va voir ce que ça donne ce matin. L'idée d'aujourd'hui, c'est de parler de nos entreprises avec des intervenants que je vais laisser se présenter. Juste, je vous redonne le contexte de ce pourquoi on est là, parce qu'on est dans une usine du futur, ce qui est un peu bizarre. On est ici au Salon du Made in France. C'est les 10 ans du salon. Vous êtes peut-être déjà venu une autre année. Le salon, il fait 100 000 visiteurs en 4 jours. C'est énorme. Donc là, on a eu beaucoup de monde. Aujourd'hui, je pense qu'on va avoir beaucoup de monde. Le dimanche, ça démarre peut-être un peu plus tard. Mais on a eu beaucoup de monde. On a eu plein de visites de journalistes, plein de visites de politiques et tout ça. Ce salon, il montre que le Made in France, c'est possible. Et on avait eu, nous, à cœur, après 10 participations, de se réinventer et de montrer, d'expliquer ce qu'il y a derrière le vêtement. C'est pour ça qu'on a fait venir tous nos partenaires. Donc le slip français, on a fait venir 25 de nos partenaires qui ont pris le pari avec nous d'amener leur machine, comme vous le voyez, pour montrer ce qu'il y a derrière le vêtement, comment on le fabrique de A à Z, comment est-ce qu'on le... Voilà, toutes les étapes de fabrication jusqu'au recyclage que vous avez là, on en reparlera. En tout cas, cette usine du futur, on est hyper content d'avoir pris ce risque et de l'avoir montée. Aujourd'hui, j'accueille mes intervenants. Je vais laisser se présenter. On peut démarrer dans le désordre comme vous voulez. Est-ce que vous voulez chacun dire un mot Je vais vous présenter peut-être dans le désordre, mais on va commencer par l'ordre dans ce sens-là. Thomas Hurier, fondateur de Mai83, je te laisse te présenter à notre foule en délire, si le micro fonctionne. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur l'espace Masterclass. Eh bien, bonjour à toutes et tous. Donc, je m'appelle Thomas Huriez, je suis le fondateur de 1083. C'est une marque de jeans et de baskets made in France. On relocalise la filature, la teinture, le tissage, l'ennoblissement, la coupe, la confection et le délavage des jeans en France dans une démarche de perma-industrie, un nouveau mot que j'aime beaucoup. Voilà pour le résumé. Et que tu fais partie du comité de mission du slip. Tout à fait. J'ai le plaisir et l'honneur de faire partie du comité de mission du slip. Oui, exactement. Depuis quelques mois, quelques années maintenant, ça fait 2 ans. C'est ça, ça va faire 2 ans. Ouais. Elisabeth. Bonjour, Elisabeth Laville. Donc moi, j'ai créé il y a 30 ans un cabinet qui s'appelle Utopie, qui accompagne les entreprises dans leur stratégie d'engagement et qui a eu le plaisir de travailler pour le slip et qui travaille beaucoup sur le sujet de l'ancrage local des entreprises, notamment sur les territoires où elles interviennent. Voilà. Farid. Bonjour à toutes et à tous, je suis Farid Marwani, le directeur général d'APF Entreprises, un réseau d'entreprises adaptées. Une entreprise adaptée, ça insère les personnes en situation de handicap dans le monde du travail. Donc c'est environ 4500 personnes, dont une filière textile de 220 personnes. Et on a le plaisir d'être partenaire du slip français dans pas mal de projets très intéressants de relocalisation en France de l'industrie textile. Bonjour à tous, moi je suis Solène Naï, je suis chef de projet Bon Sens au slip français depuis maintenant 2 ans. Le bon sens, c'est notre mot à nous pour dire RSE, développement durable, en bref, comment on fait bien et comment on va faire mieux. Et ça fait 2 ans que je rejoins Guillaume sur ces super sujets. Trop cool. Je vous donne juste nous un parcours du slip en termes d'engagement et après je poserai un peu des questions chic et choc à mes invités. Donc nous, le slip français, on existe depuis 11 ans. Depuis le début, on a à cœur cette fabrication française qu'on vous raconte aujourd'hui, donc tricotage, tissage, confection, de faire toutes les opérations en France. Ça, c'est notre engagement de départ. Avec le temps, on a voulu avoir une démarche RSE un peu plus large, donc on s'est attelé à travailler sur le label Lucie, on pourra en dire un mot, qui était un premier label RSE, qui nous a permis d'un peu de poser une démarche. Puis en 2019, on a travaillé avec Utopie, Elisabeth et ses équipes, qui nous a fait une recommandation stratégique, qui on était ravis de l'avoir, elle nous en reparlera. Et suite à ça, on a mis à jour notre plateforme de marque, et dans cette plateforme de marque, on a écrit notre mission d'entreprise, qui est de réinventer avec panache l'industrie textile française. On est devenu la 78e entreprise à mission française. Une entreprise à mission, on en reparlera, c'est une boîte qui décide de mettre dans ses statuts des objectifs plus larges que simplement gagner de l'argent, ce qui est évidemment essentiel, mais de mettre des objectifs sociaux et environnementaux. Puis, début 2022, on a eu la labellisation B Corp, qui est une labellisation américaine dont évidemment Elisabeth reparlera, et les autres intervenants aussi. Donc voilà, juste pour vous refaire un peu le parcours qui fait qu'aujourd'hui, je crois, en toute objectivité, on est une des boîtes les plus avancées sur ces sujets. Ma question pour vous, un peu chic et choc. Aujourd'hui, on peut le dire, le contexte économique, il est compliqué pour nous tous. Pour nos entreprises, la crise de l'énergie, elle est, et notamment pour les gens en amont de la filière ici, si on prend des exemples de tisseurs, l'énergie coûtait 5 à 6% de leur coût, elle va coûter peut-être 30% ou 35% dans les prochaines semaines ou prochains mois, donc le contexte économique est ultra tendu. Pour vous, mes chers invités, est-ce que ce contexte tendu, il frise tout le monde et on se dit cette démarche d'engagement, aussi bien sociale qu'environnementale, on la coupe, on arrête et on ne prend plus aucun risque, ou au contraire, les boîtes que vous voyez autour de vous, les vôtres et celles avec qui vous bossez, s'engagent encore plus et se disent en fait on n'a plus de choix, on y va, il faut qu'on se transforme encore plus vite. Qui veut inaugurer cette réponse?
un peu voilà, une façon de lancer la Tu discussion. me regardes, mais donc... en fait, comme souvent, quand quelqu'un te donne une alternative et te dit non, mais c'est soit ça, la réponse est probablement les deux, au sens où mon expérience, c'est que d'abord, quand les entreprises ne veulent pas y aller, elles trouvent toujours une bonne raison. Et la raison du contexte, ça marche dans un sens et dans l'autre. Donc souvent, j'entends des entreprises qui me disent non mais là, on a trop de business, ça va trop bien. Donc en fait, on n'a pas le temps de travailler sur le développement durable, la RSE, l'engagement. On le fera plus tard. Et quand ça va très mal, on te dit non mais là, ça va trop mal. Donc en fait, on n'a pas le temps, on le fera plus tard. Donc quand C'est jamais tu veux le bon pas... moment, en Oui, fait. c'est ça. Quand tu veux pas y aller, tu trouves une excuse. Et quand tu veux y aller, tu trouves un moyen. Donc ça, c'est ma réponse. Et après, ce qui est vrai, c'est que les crises successives qu'on traverse, en réalité, poussent beaucoup l'engagement des entreprises ou poussent les engagements à travailler cette dimension-là si elles ne l'avaient pas travaillé avant. Quelques éléments là-dessus. Le Covid, l'année où on a fait le premier confinement, on a arrêté les activités humaines à la surface du globe pendant à peu près un trimestre. Et cette année-là, on a atteint pour la première fois, et peut-être la dernière malheureusement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, donc c'est-à-dire à peu près moins 8% dans le monde, qu'il faut qu'on fasse chaque année jusqu'en 2050 si on veut atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Ce que ça montre, ce truc-là, c'est qu'en fait, il faut mettre dans nos entreprises le même niveau de disruption que ce que le Covid a amené dans nos vies et que les stratégies RSE, développement durable, climat, as usual, qu'on avait déjà, elles ne suffisent pas à faire ça. Donc, ce pourquoi, en réalité, cette crise du Covid a amené cette stimulation-là. Un autre élément, c'est qu'on a vu pendant le Covid que nos territoires, nos économies locales sont très peu résilientes. C'est-à-dire on est tellement dépendant de la mondialisation que si quelque chose vient à manquer, donc on l'a vu très clairement sur les masques et les gels, eh ben ça manque très très vite et on est obligé de se réorganiser. Pourquoi ? Parce que de manière générale, je crois que c'est le même chiffre sur le textile, 3% de ce qu'on consomme est produit localement. Donc, s'il y a une rupture dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, on manque très très vite et il faut qu'on se réorganise et c'est compliqué. Donc ça pousse aussi les territoires à essayer d'augmenter un peu. On a vu qu'à l'issue du premier confinement, je crois, 95% des Français attendaient du gouvernement une relocalisation alimentaire, industrielle, etc. Emmanuel Macron a dit déléguer notre alimentation à d'autres, c'est une folie, mais c'est ce qu'on fait, parce que le taux d'autonomie alimentaire des villes qu'on a calculé chez Utopie, il est en moyenne de 2%. Ça veut dire que 2% seulement de ce qu'on mange au restaurant, à la maison, produits bruts, produits transformés, etc., est produit sur le territoire. Et dans le même temps, 3% de ce qui est produit sur le territoire est exporté. Ça veut dire que nos territoires sont en gros des plateformes logistiques où à longueur de journée, on a des camions qui importent des denrées, qui croisent des camions qui exportent ces mêmes denrées. Parfois, ils se rentrent dedans, mais de manière générale, ça a un énorme impact sur le climat. On sait aujourd'hui que la moitié des émissions de gaz à effet de serre d'une ville, d'un territoire comme la France, c'est lié à ce qu'on importe. Et donc, je pense que la prise de conscience et l'énergie que tu évoquais, c'est une prise de conscience supplémentaire là-dessus. Donc, de manière croissante, quand même, toutes ces crises qui se succèdent, soit on se dit non, mais on vit vraiment un enfer, soit on se dit on vit un moment qui nous montre des choses du doigt, qui nous montre, en gros, le manque d'efficience de notre économie et qui appelle une autre façon de faire une entreprise. Et on a vu aussi pendant le Covid, on s'est beaucoup questionné sur en quoi une activité est essentielle à la société ou pas, ou moins. Ça a poussé, je crois que la moitié des entreprises en France disaient qu'elles avaient retravaillé leur raison d'être et leur mission pendant la crise du Covid. Alors c'est lié au fait que les PDG étaient chez eux, ils n'avaient plus rien à faire à part s'occuper de ces sujets-là, peut-être, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Non, je pense qu'il y a vraiment un mouvement de fond pour s'interroger sur qu'est-ce qu'on apporte au fond, à part des produits qui sont toujours imitables par d'autres, substituables. Et puis de toute façon, des produits, on en a trop. Est-ce qu'on a besoin de produits en plus, à part sur l'alimentation ? Donc voilà, donc toutes ces crises quand même poussent des interrogations qui sont profondes chez les dirigeants et chez les consommateurs. On en reparlera peut-être. Peut-être pour compléter ce que disait Isabelle, en attendant cette reprise de la crise, de la reprise du contexte économique, ce qu'on peut faire, nous, en attendant, c'est investir. C'est investir dans deux pans importants de notre secteur, c'est-à-dire la formation. Il faut absolument qu'on investisse massivement dans la formation des personnes qui sont très éloignées de l'emploi pour en faire nos futurs collaborateurs dans ce monde-là, et puis d'investir et d'améliorer notre outil industriel. Je pense que là, on a un partenariat majeur à passer avec l'État français pour qu'on soit prêt, aux sorties de la crise, à être un acteur majeur de relocalisation de cette industrie.
Et puis peut-être que pendant cette période intermédiaire, on peut aussi, sur les achats publics, faire un effort important. On pourrait avoir un pays qui lead ses achats et qui soit pour une fois un leader d'opinion auprès des entreprises privées. Farid, toi, sur la partie inclusion, est-ce que tu sens, voilà, pareil que les entreprises, tu vois, ont passé le cap, ça devient quelque chose qui fait partie des habitudes de travailler à 5, 10, 15, 20, 30%, tu vois, avec des acteurs de l'inclusion, ou est-ce que tu sens que c'est encore un peu au cas, par accident d'une rencontre, tu vois, est-ce qu'aujourd'hui c'est une préoccupation où en fait toutes les boîtes viennent d'une manière ou d'une autre faire un peu de leur activité en inclusion, ou c'est encore quelle est la tendance que tu vois? Il y a une très bonne tendance dans le secteur privé, Guillaume. Aujourd'hui, les achats responsables ou les achats utiles dans les grands groupes du top 100 des entreprises françaises se font dans beaucoup de métiers. Donc on a de très très bons partenariats. Paradoxalement, aujourd'hui, ça ne marche pas bien avec le secteur public. Donc on est en train d'y travailler. Et depuis la loi climat et résilience de août 2021, aujourd'hui, les acheteurs publics sont obligés de mettre dans leurs appels d'offres des clauses sociales. Donc on va voir si le mouvement s'inverse un peu, Guillaume. Et est-ce que tu veux nous donner peut-être, parce que je pense que les gens connaissent peut-être moins l'inclusion, ou en tout cas se visualisent moins ce que c'est, nous dire c'est quoi le meilleur cas d'usage, tu vois, de boîte qui vraiment est engagée avec vous sur beaucoup de sites, sur beaucoup de métiers, tu vois, qu'est-ce que c'est concrètement? Alors, nous, on est très diversifiés. On fait 30 métiers différents pour ne pas dépendre. Ça, c'est une stratégie pour ne pas être monodépendant d'un secteur. Mais dans le domaine de la mécanique, dans le domaine de l'électronique, de l'électrotechnique, on a des grosses filières qui se sont faites. Aujourd'hui, la filière textile démarre. Dans le domaine de la maroquinerie, notamment avec des gens très très vertueux, je vais les citer. Il faut citer les gens vertueux comme Hermès, qui ne fait travailler en sous-traitance que des entreprises inclusives, il faut le rappeler. Sur la découpe des cuirs pour leurs sacs à main. Donc non, le secteur privé, aujourd'hui, ça y est, le secteur privé a switché, reste à faire la pédagogie auprès du secteur public, mais on est en train. Ce qui est un peu un comble quand tu réfléchis le truc comme ça. Solène, Thomas, est-ce que vous voulez rebondir sur de vos fenêtres respectives? Je ne sais pas comment vous voulez le prendre. Non, moi je souscris tout ce qu'ont dit Elisabeth et Farid. Je dirais que cette passade là où c'est un peu compliqué après le Covid, après l'Ukraine, même si c'est pas fini, c'est conjoncturel, c'est du temps court. Je ne crois pas une seconde que sur le temps long, ça va détourner les entreprises du seul chemin viable qui est de faire attention à construire un modèle économique qui soit vraiment durable. Elisabeth a très bien expliqué à quel point on était dans un système qui était ni vertueux ni durable, tellement on est interdépendant, tellement on est passif en fait de tous ces enjeux de production, de flux. Le moindre grain de sel peut tout bloquer. Et donc ça, les entreprises le vivent. Après, malheureusement, je dirais qu'il faut que le débat continue de mûrir pour que ce soit plus dogmatique, plus idéologique. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de résistance encore, à tel point que le capitalisme, qui est le modèle du moment, n'a pas de nom de successeur. Tous les noms qui font référence à un autre business ou un autre équilibre de société sont des mots relatifs. On parle d'altermondialisme, on parle d'impact. De critères, ouais, de comptabilité extra-financière. Voilà. On parle de Shift Project pour Jean Covici. Et donc ce sont que des mots qui sont relatifs. Ça montre que la société de demain, elle n'est pas encore suffisamment mûre puisqu'elle n'est ni nommée, ni intellectualisée. Alors qu'il y avait le communisme avant pour le commun, en quelque sorte, le socialisme pour le social, le capitalisme pour le capital. Donc on sent qu'on est en train de mûrir un truc. Certes, la période du moment est complexe et nous échaude un petit peu, nous rafraîchit plutôt vu les problèmes de gaz. Mais voilà, on est aux portes de mûrir un truc. Et dès qu'on aura un nom, dès qu'il y aura un mot, dès qu'il y aura du coup un récit en fait commun sur cet avenir ensemble, eh bien ça va focaliser tout le monde vers la solution. On a mis 30 ans à se focaliser ensemble, à être unis finalement pour admettre que le réchauffement climatique a une origine humaine. C'est 30 ou 40 ans de débat, hein. C'est désespérant de voir le temps qu'il a fallu. Et finalement, il a fallu le vivre dans notre chair, finalement, avec les incendies, pour se dire merde, c'est vrai en fait. C'est comme ça, c'est humain, on fonctionne comme ça. Là, ça y est, on est tous unis par le constat. Et je pense qu'on est aux portes du moment où on va être unis par la solution. Tout le monde est en mouvement. Les entreprises, qu'elles soient petites, grandes, qu'on ait une association, qu'on ait même en tant que particulier, on sent qu'il faut faire quelque chose. Mais ce quelque chose n'est pas nommé.
Et donc, ça va mûrir. Et ce récit, on est en train de construire. Dès qu'il sera nommé construit, ça va tous nous polariser vers la solution. Et je pense qu'il y a encore une partie du grand public à convaincre. Parce qu'effectivement, tu dis on a fait une grande partie du chemin, je pense que c'est vrai. Mais je pense qu'il y en a encore pas mal à faire. Et tu parlais du temps long. Moi, je pense qu'effectivement, l'engagement d'une marque, c'est du temps long, c'est un travail de fond, c'est ce qu'on fait au Slip Français. Et je pense qu'au Slip Français, il y a la chance d'avoir l'ADN qui a été là de faire en France à partir du moment où le fil est sur le territoire. Mais on continue à s'améliorer, même au bout de 10 ans, 11 ans, tu le disais, on continue à progresser, à s'améliorer en parallèle du business et de continuer à prouver ce modèle économique. Et c'est ça qui est important, c'est ce temps long, c'est continuer et c'est de ne pas le faire en one shot et d'y croire et d'évoluer. Et Solène, peut-être toi une question un peu métier. Aujourd'hui, donc tu es responsable RSE, qu'on appelle Bon Sens. Dans les boîtes, c'est souvent soit rattaché au RH, soit rattaché à la communication, soit rattaché à la prod. Toi, avec tes pairs, avec les gens qui font le même métier que toi, tu vois, est-ce que c'est des gens qui sont que des gens super engagés ou tu vois, comment ça vit dans les boîtes et comment toi, de ce que tu vois, les gens où tu te dis les boîtes sont fortes sur la RSE, c'est quoi la formule magique? Qu'est-ce qui fait que les gens sont convaincus et que ça avance? Il y a les deux, et puis c'est un métier qui est assez nouveau, bizarrement, enfin, en tout cas qui a un poste nouveau, et du coup dans différentes boîtes, c'est vraiment des personnes différentes, c'est rattaché à des équipes différentes, et c'est vraiment pas du tout les mêmes missions d'une boîte à l'autre. Je pense qu'effectivement ce qui marche, en tout cas dans les personnes avec qui j'ai pu échanger, c'est quand c'est poussé par la direction, parce que souvent quand c'est poussé par le marketing, c'est plus on raconte plus qu'on fait, et moi je pense que la bonne recette c'est faire et après raconter, et c'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu, de prioriser, faire, puis après raconter et dire aussi ce qui ne marche pas, dire aussi les points sur lesquels on bloque pour faire comprendre à nos clients que non, c'est pas magique et que c'est un gros taf et que c'est compliqué pour une marque d'avancer. Et d'ailleurs, je crois que c'est le paradoxe pour nous, le slip. Je crois que s'il y a un sujet où on communique pas bien, c'est nos actions RSE au final, parce que vraiment, il y a des gens qui nous disent on ne savait pas que vous fabriquez en France. Alors là, je vous dis franchement, vous déconnez si vous en êtes là. Mais vraiment, et c'est vrai, et Solène et l'équipe nous poussent, et ils ont raison, on ne communique pas assez bien sur tout ce qu'on fait et tout ce qu'on imagine, et bizarrement. Donc au moins on fait, c'est déjà pas mal. Donc voilà, à s'améliorer sur la suite. Donc merci pour ce premier tour de table. Deuxième question que je voulais vous poser, c'était vraiment pour le coup vraiment sur le Made in France. Donc vraiment, voilà, c'est évidemment le cœur d'activité aujourd'hui, ce qui intéresse nos visiteurs. L'impact positif ou moins négatif du Made in France, pour vous, c'est quoi ? Impact social, impact environnemental, impact économique. Est-ce que vous voulez rebondir? Et peut-être, on peut commencer peut-être avec toi, Elisabeth, sur l'impact environnemental. Je sais que vous l'avez beaucoup mesuré sur Autopie. On donne des chiffres de dire que c'est jusqu'à moins 50% d'émissions de carbone pour un t-shirt Made in France. Voilà. Qu'est-ce que vous avez mesuré chez vous? Ces chiffres qui sont de l'ADEME, mais je sais que vous en avez sorti chez vous aussi. Voilà. Est-ce qu'on peut donner des vrais indicateurs aux gens qui sont là aujourd'hui? Je pense qu'en fait, les quelques chiffres à avoir en tête, ils sont assez clairs. Ils sont, ce que je disais tout à l'heure, la moitié, je crois que c'est 49% le chiffre des émissions françaises. Enfin, il faut savoir que historiquement, dans le protocole de Kyoto, on calcule les émissions d'un pays à partir de ce qui est produit dans le pays. Et donc, on est content parce qu'on les réduit. Sauf qu'en fait, évidemment, il y a un mais. Le mais, c'est que la réalité, c'est que les émissions de la France, c'est les émissions liées à ce qui est produit chez nous, mais aussi les émissions liées à ce qui est importé. Et c'est là qu'il y a un hic, puisque quand on regarde d'abord ce que ça représente, on a en gros la moitié des émissions françaises qui sont liées à ce qui est consommé chez nous, par nous, mais qui est importé, d'accord, et qui n'est pas pris en compte dans le calcul des émissions. Et là, ça coince, puisque ce chiffre-là, en revanche, il augmente, il ne baisse pas du tout. Donc le sujet, c'est de vraiment traiter c'est un peu l'éléphant dans la pièce, comme disent nos amis anglo-saxons. C'est-à-dire que si on dit, non mais pendant tous les pays, on fait ça, on dit, non mais regardez, on réduit nos émissions, etc. Sauf que ce qu'on regarde, c'est les émissions liées à ce qui est produit chez nous. Si on les corrige en ajoutant les émissions liées et pendant longtemps, on montrait les Chinois ou l'Asie en disant, c'est eux le problème. Sauf que eux, leurs émissions sont pour partie liées à ce qu'on consomme. Donc ça ne marche pas en fait. Donc il faut bien mesurer les choses et se dire que, et ça c'est vrai aussi au niveau d'une ville, etc. Donc quel que soit l'acteur, le territoire qu'on garde, si on veut vraiment traiter le sujet, il faut traiter les importations, la consommation. Et la bonne nouvelle, c'est que quand on commence à regarder ça, on s'aperçoit que du coup, ça pousse à la relocalisation. Et ça pousse aussi à plein de choses qui sont vertueuses. On a parlé d'inclusion, mais ça pousse par exemple beaucoup à l'économie circulaire. C'est qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qui est déjà ce qui est produit sur le territoire. Si on ne produit pas sur le territoire, on peut
upcycler, recycler, mieux utiliser, mutualiser, etc. Par exemple, on me dit, nous, on a beaucoup travaillé avec l'île Maurice. C'est intéressant, les îles, parce que là, évidemment, ça se voit plus. Hein, c'est une mini-planète. Donc, tout ce qu'on importe, c'est importé de loin et ça se voit. Et ce qu'on exporte aussi. On se dit, ah oui, mais il n'y a pas de voiture sur le territoire. On ne va pas créer une usine automobile. L'enjeu, c'est comment on tire le maximum des véhicules qui sont déjà présents sur le territoire via la mutualisation, la meilleure circulation des biens, pourquoi pas démonter des automobiles pour remonter une partie, bon, etc., etc. La réparation, évidemment, etc. Donc ça amène, et quand on commence à dire réparation, économie de service, on peut plus facilement faire de l'inclusion, etc. Donc c'est vraiment un cercle vertueux qui n'est pas que environnemental, qui est aussi climatique. C'est une vraie bonne raison, mais évidemment ça crée des jobs qui ne sont pas délocalisables, ça crée des jobs sur lesquels on peut faire de l'inclusion, etc. Enfin bon voilà, il n'y a que des bonnes nouvelles en fait. Et du coup, si on redonne ces chiffres-là qui sont dans vos slides, hein, de l'impact de la mode, je ne sais pas si tu veux rebondir ou Solène dessus, ce fameux chiffre de 50%, jusqu'à 50% d'émissions carbone en moins, est-ce qu'on peut l'expliquer aux gens qui sont là aujourd'hui? Nous, c'est peut-être une de nos évidences, mais je ne pense pas que ce soit le cas pour tout le monde. Nous, effectivement, du coup, on a réalisé notre premier bilan carbone l'année dernière avec le cabinet Utopie. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, sur tout ce qui était confection, tricotage, on était plutôt pas mal parce qu'on fait sur le territoire. Sur la teinture aussi, quand on teint sur le territoire, c'est la teinture qui a le plus gros impact aujourd'hui dans la filière avec les matières premières. Et aujourd'hui, du coup, comme le disait Elisabeth, nos matières importées, le coton, c'est celui-là qui va avoir le plus d'impact. Et c'est 60% aujourd'hui de nos émissions de carbone, vu qu'on a réduit au maximum en faisant tricotage, teinture, confection, packaging sur le territoire. Maintenant, ce qu'il faut qu'on bosse, ça va être les matières premières. Et il y a une table ronde spéciale cet après-midi là-dessus, donc sur le lin et le chanvre, donc j'en dis pas plus. Thomas, Farid, sur le côté vraiment impact du Made in France, aussi bien social, économique, environnemental, quelle est ta vision? Pour être complémentaire sur tous les impacts sociaux et environnementaux, moi je trouve que le plus gros impact du Made in France, c'est que ça nous responsabilise. En fait, on est dans une société où on est tous responsables, c'est un mot qui n'existe pas vraiment, mais qui conduit à l'irresponsabilité. Responsable, ça veut dire qu'en fait, on n'est pas en mesure de prendre ses responsabilités tellement on ne sait pas tout ce qui se cache derrière un produit. On ne sait pas où c'est fabriqué, on ne sait pas dans quelles conditions c'est fait, et pour cause, c'est très loin. Et donc, la vertu du Made in France et de la proximité en général, c'est que ça nous permet ça évite de nous déresponsabiliser sur des filières et des productions que l'on ne connaît pas du tout et qui font qu'on consomme sans se rendre compte des vertus et des vices d'un produit qu'on consomme. Mais quand on est à proximité de la fabrication de ce produit qu'on consomme, eh bien en fait, on devient plus vertueux. Non pas parce qu'on a compris quelque chose de génial, juste parce qu'on est confronté aux conséquences immédiates du choix que l'on fait. Et donc je pense que la vertu ultime du Made in France, c'est qu'elle nous engage vers la responsabilité par émotion, je dirais, même pas par réflexion. Quand on est proche les uns des autres, eh ben en fait, on se respecte plus. Pardon, quand le micro est proche de ma bouche, ça marche mieux. Mais quand on est proche les uns des autres, eh ben en fait, sur Twitter, on s'insulte. Mais par contre, dans la vraie vie, on s'insulte un peu moins facilement. Ça, c'est très très vrai, ça. Et donc, cette proximité en distance, elle est clé, elle génère de la responsabilité. Quand on est proche avec un minimum d'intermédiaires entre différents acteurs d'une filière, eh bien, on comprend plus les enjeux des uns et des autres, on s'accorde mieux, et donc on forme une meilleure filière. Quand on est proche des conséquences des choix qu'on fait, eh bien, en fait, c'est plus fort que nous, on agit mieux. Par exemple, peut-être certains parmi vous sont fumeurs. Fumer, ça donne le cancer. C'est écrit, d'ailleurs, je te le dis pour toi, je sais que tu fumes, c'est écrit dessus, en gros, fumer tue. Et le lire ne suffit pas à arrêter de fumer. Par contre, quand les cancérologues diront, en fait, vous avez le cancer et arrêtez, sinon c'est dans 30 jours que vous mourrez, et bien là, c'est la proximité de la mort qui va vous faire réagir émotionnellement, alors même que ça fait 29 ans et 11 mois que vous lisez tous les jours que fumer, ça tue. Et la dernière des proximités qui est essentielle, je crois, c'est la proximité en termes d'accessibilité, de compréhension. On est dans un monde hyper compliqué. Et donc là, d'ailleurs, politiquement, on vote de moins en moins. Moi, je ne crois pas du tout que c'est parce que les politiques sont plus pourris. C'est beaucoup plus compliqué d'être pourri aujourd'hui pour un politique qu'il y a 50 ans. Donc je pense que les politiques sont beaucoup plus vertueux aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Par contre, le monde est beaucoup plus complexe. Et donc comment voulez-vous engager des gens à faire des choix de société sur différentes alternatives dont ils ne comprennent pas les différences fondamentales, tellement le monde est complexe. Et donc je pense que cette logique de proximité, c'est vraiment le plus gros facteur d'engagement que je perçois et qu'incarne parfaitement le Made in France aujourd'hui. Et donc c'est ce qu'il faut, notre responsabilité à tous,
c'est de faire des écosystèmes de proximité physique avec peu d'intermédiaires, où les conséquences sont immédiates, du coup, et pour cause, elles sont à côté, et surtout qu'on produise des choses simples pour qu'elles soient intelligibles et engageantes pour le plus grand nombre. Voilà la vertu profonde, je crois, du Made in France. Moi, ce que je pouvais, pour compléter, la vertu sociale d'insérer les personnes très éloignées de l'emploi grâce à la relocalisation. Une personne éloignée de l'emploi, elle a plus de dignité sociale, elle pense qu'elle ne sert plus à grand-chose. Une personne très éloignée de l'emploi, elle ne crée pas de lien social parce qu'elle n'a pas d'endroit, elle s'isole chez elle. Et en plus, le troisième fait important, c'est qu'une personne très éloignée de l'emploi, elle coûte à la collectivité. On a fait réaliser une étude par le cabinet KPMG, par le cabinet indépendant KPMG. Une personne très éloignée de l'emploi, elle coûte 10 500 € à la collectivité. Et nous, dans notre modèle, à chaque fois qu'on fait 40 000 € de chiffre d'affaires, on crée un emploi. Donc à chaque fois, nous, on ne compte pas le chiffre d'affaires pour compter le chiffre d'affaires. Chez nous, on compte le chiffre d'affaires pour se dire « Ah, j'ai fait 400 000 € aujourd'hui, donc j'ai créé 10 emplois. J'ai signé un deal à 4 millions d'euros, j'en ai créé 100. » Et c'est notre seul indicateur de performance chez nous, c'est le nombre d'emplois qu'on va créer. Et c'est pour ça que je fais un grand appel aujourd'hui au pouvoir public pour qu'ils intègrent quand même, ils ont un ROI financier à pousser leurs achats publics pendant cette période compliquée, notamment vers le Made in France, vers la relocalisation, en plus de la vertu écologique et d'agir pour la transition écologique. C'est pour ça que toute notre stratégie, nous, elle est du monde de l'insertion en général et du monde du handicap, elle est d'être un partenaire de relocalisation pour les grands groupes français. On sait que les grands groupes français ne vont pas reconstruire des usines en France. Ils ont pensé leur modèle et leur stratégie autour d'équipes marketing, autour d'équipes R&D, et ensuite ils vont sous-traiter. Ils ont été habitués à sous-traiter le plus loin possible pour gagner le plus d'argent possible. Aujourd'hui, nous, on les invite à venir sous-traiter le plus près possible pour être aussi un acteur d'une chaîne financière vertueuse aussi pour nos impôts à nous tous et à nous toutes. Il y a peut-être un point en plus sur la dimension économique, parce qu'on a parlé de l'écologie, on a parlé du social, on n'a pas beaucoup parlé de l'économique. Je voudrais juste montrer en quoi la relocalisation, c'est aussi un facteur de développement économique et de diversification pour les entreprises, avec deux exemples qui ne sont pas en France, pour dire que le Made in France, ce n'est pas une espèce de défense cocardienne de ce qui se passe chez nous. Cette dynamique-là, elle est valable et elle existe partout dans le monde. Je vais prendre deux exemples. Un exemple d'un cluster qui existe en Islande qui s'appelle Iceland Ocean Cluster, donc qui a été créé à un moment où ils étaient en grosse crise économique et ils se disaient comment on recrée de l'emploi sur le territoire. Et pour recréer de l'emploi sur le territoire, ils se sont dit en fait, il faut qu'on parte de la principale ressource qu'on a qui est le poisson. Historiquement, ils en faisaient quoi? Ils pêchaient du poisson, ils levaient des filets, ils vendaient des filets et ils en tiraient en gros... ils commençaient à avoir des demandes d'autres États américains, d'autres villes, d'autres États qui disaient « mais nous, on voudrait bien monter une franchise de Zingerman, etc. Vous ne voulez pas vous développer ?» C'est ce qu'a fait McDo au départ. Et le patron de Zingerman a dit « non, mais moi, la mission de cette entreprise, c'est de servir la communauté locale de Ann Arbor, où ils sont implantés. C'est pas d'aller partout aux États-Unis. Donc, on va regarder tout ce qu'on importe, tout ce qu'on n'achète pas localement. » Et progressivement, il a créé une crèmerie parce qu'ils importaient du fromage, une pâtisserie parce qu'ils importaient des gâteaux, une boulangerie parce qu'ils importaient une partie des produits de boulangerie, etc., etc. Un restaurant. Mais aujourd'hui, c'est un écosystème d'une dizaine d'entreprises. Il y a même une entreprise qui aide les autres entreprises à faire la même chose. Petit clin d'œil pour Guillaume. Et ils ont créé 700 emplois qui ne sont que dans cette ville de Ann Arbor, Michigan. Pour dire que le local, ce n'est pas juste une contrainte écologique ou une opportunité écologique, une opportunité sociale, c'est aussi une opportunité de développement, c'est aussi un modèle économique. C'est si vous pensez le développement d'une entreprise. Un autre exemple que j'aime bien, c'est Shinola, dont j'ai une montre ici qui est implantée à Détroit. Shinola s'est créé après, vous savez que Détroit, il y avait de l'industrie automobile, tout s'est cassé la gueule, bon, tout le monde était au chômage. Et ils ont dit, on va recréer une entreprise qui recrée de la fierté de l'emploi des emplois industriels de qualité à Détroit.
Et ils ont commencé par les montres. Puis c'est devenu assez... ça a eu pas mal de succès. C'était la montre d'Obama. Donc là encore, beaucoup de gens venaient les voir en disant « Ah, mais nous, on veut créer une usine Shinola à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. » Ils ont dit « Non, mais nous, on existe pour servir cette communauté de Détroit. Donc, on va créer d'autres choses à Détroit. On va créer une usine de vélo. Ils ont créé une usine de vélo. On va créer une usine de maroquinerie. Il y a une usine de maroquinerie. On va créer, ils opèrent aujourd'hui le plus bel hôtel et le plus grand hôtel de la ville, le Shinola Hotel, etc. Donc, pour dire que c'est une façon de penser le développement économique et la construction du succès économique d'une entreprise aussi. Tu veux rebondir, Solène sur le... Non, parce qu'on a fait le tour. On a fait le tour, ok. Merci. Mon dernier axe, un peu de questions, évidemment, n'hésitez pas à rebondir, après on prendra des questions de la salle. On comprend rationnellement que tout ça, c'est très bien. Qu'on a tous envie de le faire, c'est super. La réalité, c'est qu'il y a un petit millier d'entreprises à mission en France. Je n'ai pas exactement le chiffre, mais je crois 800, je crois. Des Bicorp en France, il y en a 100. 200, mais il y en a autant en cours. En cours. Mettons okay. 500 Bicorp to be. Donc ma question clash, c'est pourquoi est-ce que toutes les boîtes font pas ça ? Pourquoi est-ce qu'on a quand même encore l'impression d'être un peu en précurseur, à venir un dimanche à une usine du futur au sein de Made in France et d'avoir l'impression d'être tous d'accord ? Mais qu'est-ce qui fait que toutes les boîtes ne sont pas sur ce chemin-là et qu'on a parfois le sentiment que d'autres en ont un peu rien à foutre, pour le dire ? Qu'est-ce que vous sur le chemin, alors il y a deux choses pour moi. Il y a le sujet de l'entreprise à mission et de Bicorp, qui est l'engagement globalement des entreprises, qui n'est pas forcément sur la relocalisation, qui peut porter sur l'écologie de manière radicale. On l'a vu récemment encore avec Patagonia, ou sur d'autres sujets, sur l'inclusion. Enfin, la bonne nouvelle, c'est que dans ces démarches-là, entreprise à mission et le label Bicorp, il y a une infinie diversité d'approches possibles. Et ça, c'est cool. Et après, sur le sujet de la relocalisation, alors ça, pour moi, c'est un grand mystère, mais en fait, on peut quand même essayer de comprendre. Je pense qu'on a des politiques et des développeurs économiques qui vivent dans le mythe que pour qu'une région existe ou qu'un pays existe, il faut exister dans la mondialisation. Et donc, quand on veut développer, par exemple, économiquement une région, on crée une ultra-spécialisation, un cluster qui va produire localement un truc hyper cool et qui va l'exporter. Et ce qui fait une grande région industrielle, c'est une région qui exporte. Et on a complètement négligé, les politiques et les développeurs économiques, la dimension de l'économie locale qui, dans les calculs qu'on a menés, nous, à peu près partout dans le monde, un tiers de la prospérité d'un territoire, c'est sa capacité, c'est la vivacité de son économie locale. Autrement dit, un tiers, c'est énorme. Il n'y a pas aujourd'hui un tiers des moyens en développement économique qui sont mis dans la création d'emplois locaux par opposition à attirer des touristes, attirer des habitants ou attirer des sièges sociaux. Donc ça, c'est hyper important. Et aujourd'hui, c'est toujours pas très bien compris, ce truc-là. La vertu de ce qu'on appelle l'effet multiplicateur local. Nous, on a des clients, par exemple, dans le tourisme, qui regardent le nombre de touristes qu'ils attirent chaque année et qui essaient de les augmenter, évidemment. Des acteurs privés ou publics, hein. Qu'est-ce qui se passe ? Si vous faites rentrer de l'argent sur le territoire avec des touristes, avec des habitants, avec des sièges sociaux d'entreprise, il y a beaucoup d'argent qui rentre. Mais si ces gens-là, dès qu'ils veulent acheter quelque chose, ils ne trouvent pas localement ce qu'ils veulent acheter, ben l'argent ressort. Et donc, les territoires sont en quelque sorte des seaux percés. On fait rentrer beaucoup d'argent, ce qu'on a calculé. À Maurice, encore une fois, sur les îles, c'est facile, mais c'est partout pareil. L'argent rentre, mais on ne voit pas qu'il ressort tout de suite puisque rien ou pas grand-chose n'est produit sur le territoire. Et donc, cette idée des fuites économiques, de la relocalisation nécessaire, il y a un gisement d'emploi absolument colossal. Aujourd'hui, les développeurs économiques et les politiques ne le voient pas. Ils pensent exister dans la mondialisation et ce n'est pas l'un ou l'autre, il faut les deux. Deuxième sujet, les ONG, les militants de la relocalisation sont de la même façon hyper caricaturaux. Ils disent qu'il faut qu'on produise 100% localement. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, je parlais de l'autonomie alimentaire ou de l'autonomie productive, on est à 2 ou 3%. Donc, on ne va pas passer de 2% à 100%. C'est irréaliste. En réalité, un territoire dynamique, il doit être inscrit dans la mondialisation, mais produire davantage localement. Et peut-être le dernier point sur les consommateurs, c'est que je pense qu'aujourd'hui, on a une image un peu... Thomas parlait des récits tout à l'heure, une image un peu fantasmée de ce que ça veut dire produire local, et c'est pour ça que je trouve cette usine du futur est très éloquente à cet égard. On pense par exemple sur la nourriture, les gens pensent, ah oui, l'agriculture locale, les producteurs qui vont produire des pommes ou je sais pas quoi. Mais les produits bruts,
c'est 20% de ce qu'on consomme. 80% de ce qu'on consomme dans l'alimentation, ce sont des produits transformés. Donc c'est pas tant, il faut des agriculteurs locaux évidemment, mais il faut des usines de transformation. Évidemment, ce que disait Thomas est très juste, quand on relocalise des... Non c'est bon, j'en ai pas besoin, laisse-le par terre. Quand on relocalise des usines, il faut qu'elles soient plus propres, parce que si on relocalise la pollution, ça gêne un peu plus que quand elle est loin de nous, etc., etc. Donc il faut aussi que le grand public accepte que relocaliser, ça va être aussi remettre de l'industrie, et donc à nous de redonner une bonne image de l'industrie avec des micro-usines, etc. Et c'est pour ça que effectivement cette initiative va parfaitement dans le bon sens, cher ami. Thomas, Farid, par rapport à ta question sur pourquoi finalement on en est si loin du changement d'échelle profond, moi je pense que c'est normal. C'est super dur de changer ses propres habitudes. Nous, on est parti, que ce soit le site français ou 1083, d'une page blanche. Donc on est parti direct sur un truc qu'on pensait sain. Pas qu'on soit plus vertueux que les autres, c'est simplement que nos initiatives sont nées à un moment où on vivait les conséquences vicieuses du modèle du passé. Donc du coup, on est parti du bon pli. C'est plus facile de partir direct du bon pli que de faire une transition de ses équipes, de ses fournisseurs, de ses habitudes. C'est super long. Enfin, à la maison, je ne sais pas, si on doit se dire, allez, je fais plus mes courses à tel endroit, je les fais à tel magasin maintenant, c'est super dur de faire rentrer dans son quotidien un changement de course qui va être moins optimal que... Donc en fait, je crois vraiment que c'est ça. Donc ça prend du temps. C'est frustrant. Mais se précipiter, ça mènera à rien. En fait, il faut s'organiser. Et pour s'organiser, il faut avoir une vision commune. C'est pour ça que je parlais de récit. C'est que tant qu'on n'a pas de vision commune, en fait, on sera dans la précipitation, on ne sera pas dans l'organisation de la société de demain. Et donc ce temps, il faut passer par là. C'est long, c'est con parce qu'il y a urgence. Mais on n'a pas d'autre choix que d'apprendre à s'organiser pour le faire bien, efficacement. Et donc c'est ce qu'on appelle, nous, la perma-industrie. C'est vraiment se caler sur les facteurs clés de succès de la nature pour construire une industrie aussi performante que la meilleure industrie du monde, qui est la nature. Et donc cette industrie naturelle, pour nous, elle a 5 atouts extraordinaires. Elle part du terrain tout le temps, donc elle fait ce qu'elle a localement, et elle optimise son terreau local, elle cultive sa proximité. Ensuite, cette perma-industrie, cette nature, elle crée et elle produit en continu. Elle ne s'arrête jamais de créer et de produire, ce qui est très important, parce que souvent on questionne notre monde productif. En fait, on est 10 fois moins productif que la nature, donc il ne faut pas qu'on arrête d'être productif, au contraire, il faut qu'on le soit plus. Ensuite, la nature, elle est circulaire, il n'y a pas de déchets. Ensuite, la nature, elle est diversifiée, il n'y a rien de monolithique dans la nature. Donc en fait, il ne faut pas rêver de créer des monopoles ou de créer des trucs qui écrasent les autres. Ça ne sert à rien. Ce qui est monopolistique dans la nature est meurt dès qu'il devient monopolistique. Et le dernier point qui est très important, la nature, elle s'autorégule, elle sait se limiter. Ce qu'on apprend à nos enfants, arrête de bouffer des bonbons, c'est pas bon pour la santé, et dans nos têtes d'entrepreneurs, on l'a pas encore, on n'est pas capable de se limiter, de se dire à ce niveau-là de taille ou de marché ou de je sais pas quoi, ça suffit, c'est la taille qui va bien. Et donc ces 5 facteurs clés de succès, c'est ceux dans lesquels il faut qu'on emmène les citoyens. Et pour les emmener, il faut utiliser la simplicité, parce qu'en fait, sinon, on n'engagera que des gens déjà convaincus. Il faut nourrir la confiance, donc il faut créer des gouvernances, des systèmes qui permettent aux uns et aux autres de trouver leur place et de comprendre grâce à la transparence que oui, c'est vrai. Et enfin, il faut susciter de l'émerveillement, et en ce sens, l'usine du futur, c'est vraiment un super exemple, parce que sans émerveillement, on ne dépasse jamais ce qu'on a déjà compris. Et là, justement, il faut aller au-delà, il faut dépasser ses croyances. Et pour dépasser ses croyances, pour que ce monde change plus vite, il faut s'émerveiller les uns les autres. Donc il faut multiplier ce genre d'initiatives comme l'usine du futur, je crois. Un petit peu d'optimisme, Guillaume. Aujourd'hui, le secteur de l'ESS pèse pour 12% du PIB en France. Et on voit que c'est un des secteurs qui a le plus de croissance quand même, puisqu'on a une croissance qui varie entre 8 et 12% par an. Ce qui veut dire que mécaniquement, ça veut dire qu'on va doubler la taille de ce secteur en 7-8 ans. Donc ça veut dire qu'on va dépasser les 20% de la taille... on va dépasser les 20% de la taille du... On va être 20% du PIB français. Et ça, je trouve que c'est très important. Et on n'a pas besoin d'être à 100%. 20%, c'est quand même déjà énorme quand tu pèses 20% de ton PIB. Donc continuons comme ça. On va connaître une petite période difficile, mais c'est la période où on va investir sur l'humain, sur la technologie, sur
Moi, ce que je trouve super dans ce secteur, c'est qu'il y a une vraie cohésion, qu'on n'a pas envie de faire d'écraser tout le monde, on fait des chaînes de valeur qui sont complètement différentes. On réinvente de façon plus agile une façon de travailler tous ensemble dans des territoires, comme le rappelait si bien Elisabeth. Donc moi, je suis plutôt optimiste. Solène, tu répondras sur peut-être un temps. Moi, est-ce que tu peux nous rappeler 2 secondes quand même, parce que c'est important de comprendre. En tant qu'entreprise à mission et Bicorp, tu as porté ces 2 projets-là. C'était quoi le chemin? Alors, sans l'expliquer, parce qu'on pourrait y passer 3 jours. Mais voilà, c'est quoi le chemin d'une boîte qui devient entreprise à mission? C'est quoi les étapes? Et Bicorp, pareil, et qu'est-ce que ça représente, voilà, comme engagement, comme travail? Ouais, je pense qu'effectivement, j'allais rebondir aussi sur pourquoi d'autres marques ne le font pas. Et on parlait tout à l'heure d'un constat, on parlait tout à l'heure du fait que changer les habitudes, c'est compliqué et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Je pense qu'Antoine, avant moi, qui a un peu initié cette fonction au Slip français de chef de projet Bon Sens, parlait du Mont Ninja. Et avec ce dessin que j'ai encore retrouvé dans les dossiers de comment on y va étape par étape. Et au début, il questionnait toutes les équipes sur qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire mieux. Et je crois que c'est comme ça que ça a commencé avec le label Lucie 26000 qui reprend en gros une norme ISO de comment on s'engage à différents niveaux et comment on construit sa feuille de route. Parce qu'effectivement, elle ne va pas changer du jour au lendemain. Il faut des bases, il faut les formaliser pour pouvoir avancer au fur et à mesure. Après, on a eu le label Slow We Are qui est plus sur la chaîne de valeur. Donc, comment on connaît mieux toute cette chaîne de valeur. Et je pense qu'aujourd'hui, vous l'avez en face de vous et aujourd'hui, c'est une chance. Et après, on a décidé de devenir entreprise à mission au sens de la loi PAC, donc d'inscrire ces statuts, de les formaliser, s'écrire cette mission qui est de réinventer avec panache l'industrie textile française. Qu'est-ce qu'elle veut dire pour nous? Comment on la formalise? Comment on peut l'amener au client pour l'embarquer avec nous aussi dans cette histoire? Parce que sans lui, on ne le fera pas. Et après Bicorp, qui sont 2 effectivement démarches complémentaires, mais surtout des démarches de progrès, de se dire aujourd'hui on en est où et où est-ce qu'on va? Par où on commence? Comme tu disais, Elisabeth, ça peut être sur la production locale, mais aussi sur l'inclusion, sur l'environnement. Il y a tellement de choses à faire qu'il faut prioriser. Et il faut se laisser le temps aussi de bien faire les choses. Et c'est comme ça qu'on a fait au Slip français. Et pour rebondir avant de prendre des questions de la salle, donc pour illustrer, parce que je pense que c'est important que les gens comprennent bien, donc l'entreprise à mission, on a écrit dans les statuts, c'est quelque chose qui est totalement bénévole, il n'y a pas de contraintes ou d'amendes si jamais vous ne respectez pas vos engagements, c'est vraiment de la conviction, peut-être qu'on y reviendra dans la question des gens. Et derrière, on a donc construit un comité de mission, et nous, ça nous semblait hyper précieux au Slip français d'avoir des différentes parties prenantes, moi j'aime bien ce mot-là, donc on a des gens externes, comme Thomas au Brune Poisson dans le comité de mission, on a choisi 2 salariés de l'équipe, un fournisseur avec Martin Brevard, le patron de chez Le Maillot qui est là-bas. On a choisi, qu'est-ce que j'oublie? Un actionnaire, Emmanuel Lévy, qui est venu en début. Qui est-ce que j'oublie dans... Des salariés. Je l'ai dit. Et 2 clients, effectivement. On a fait un appel à candidature auprès de nos clients. On a reçu plus de 300 candidatures et le dossier était assez costaud à faire. Donc 300 candidats qu'on a triés, on a étudié leur candidature, on a retenu 2 personnes. Donc au final, on a un comité de mission qui est vraiment représentatif des parties prenantes de la boîte. Et derrière, on a défini des objectifs. On a fait un gros travail de rédaction d'un rapport de mission qui est disponible sur notre site. Franchement, il est ultra solide. Je vous encourage à le lire. Et vraiment, il montre tout l'engagement de 10 ans de travail de ce rapport de mission. Il a été audité par un organisme tiers indépendant, KPMG. Et Bicorp, pour en dire 2 mots, c'est quand même une grosse année et demie de boulot pour formaliser, structurer toute notre démarche RSE au sens large et atteindre une note minimale pour avoir la certification Bicorp qu'on a obtenue début 2022. Et je ne sais pas si Solène ou Elisabeth veut dire juste un petit mot de Bicorp et des quelques exemples de boîtes un peu phares du sujet. Ce qu'on peut dire, c'est ce que tu dis, il faut savoir déjà si certains d'entre vous sont intéressés. Le questionnaire d'évaluation Bicorp, il a le mérite infini d'être en ligne, gratuit, accessible à n'importe quelle entreprise qui veut s'auto-évaluer. Donc, vous faites votre auto-évaluation, vous avez une note c'est un QCM en plus. Donc, à chaque fois que vous répondez, vous voyez ce que vous auriez pu répondre de mieux. Si ça vous donne des idées, vous pouvez mémoriser la question. Ça vous structure un plan d'action avec 0 € à des consultants à ce stade. Si vous avez plus, ça vous donne une note sur 200 points. Si vous avez plus de 80 points, alors vous pouvez soumettre votre questionnaire et à ce moment-là, l'auditeur vient vérifier si vos réponses sont bonnes, prouvées, si vous avez les éléments de preuve liés à ce que vous dites. Et si vous avez toujours 80 points après l'audit, vous êtes certifié. Il y a aujourd'hui, c'est un label qui a été créé aux États-Unis en 2006. Il y a aujourd'hui 6000 entreprises dans le monde, dans plus de 80 pays qui sont certifiées.
Et que vous dire d'autre? Là-dedans, vous avez des gens comme Patagonia, des gens comme Veja, Nature et Découverte en France, mais aussi, et c'est important, des grands groupes qui s'engagent à progressivement certifier d'abord leurs filiales, puis etc. Le premier qui a fait ça de manière visible, c'est Natura au Brésil, qui est une entreprise cosmétique que vous connaissez peut-être, qui est une entreprise cotée. Donc pour convaincre les actionnaires, c'est un peu un autre boulot. Et puis évidemment, Danone en France, au moment où Emmanuel Faber était PDG, puisqu'il s'est engagé d'abord à faire certifier une dizaine de filiales, puis la grosse filiale américaine. Et d'ailleurs, aux États-Unis, typiquement, il y a un statut légal qui est un peu comme la société à mission en France, mais qui a été beaucoup poussé par Big Corp, qui s'appelle Benefit Corporation. Et Danone US a les deux statuts, comme Patagonia d'ailleurs, comme nous, comme vous. Enfin, beaucoup d'entreprises font les deux démarches en même temps, parce que Big Corp amène un niveau d'exigence avec des indicateurs, etc., ce dont de toute façon on a besoin dans la société à mission pour suivre les engagements. Donc c'est très complémentaire. Voilà. Donc il y a des entreprises de tous secteurs, 153 secteurs, plutôt des entreprises de taille intermédiaire, il faut bien le dire. C'est plus compliqué pour un grand groupe, mais on en a quand même, et fort heureusement. Ouais, et du coup, effectivement, je trouve que dans ces deux démarches qui est challengeant avec Bicorp, c'est moi, pour l'avoir vécu au début, j'ai lu les 200 questions et je me suis dit, ok, je venais d'arriver dans la boîte au slip français. Et je me suis dit, comment je peux savoir où on en est? On n'avait pas formalisé grand-chose, on faisait beaucoup de choses avec bon sens, d'où le nom de mon poste. Mais il y a vraiment pour grandir, et c'est aussi là où tu dis que les boîtes intermédiaires, c'est possible, c'est réalisable et dans un temps court. Enfin, 18 mois, ça peut paraître long, mais ça reste relativement court. On a formalisé, on a évolué, on s'est posé des questions, parce qu'effectivement, dans ce fameux questionnaire à choix multiples, on se dit, ah, ça, je pourrais le faire, ah, ça, je pourrais le faire dans les 3 ans. Et ça a fait construire cette feuille de route. Et en parallèle, là où l'entreprise à mission est complémentaire et où on est ravis de pas rester auto-centré, mais comme tu dis, avoir des clients, des salariés, d'autres personnes de la filière textile qui viennent nous challenger, c'est de pas rester auto-centré et d'élargir un peu ce scope pour se poser des questions et se rendre compte de est-ce qu'on va dans la bonne direction, est-ce qu'on se pose les bonnes questions, est-ce qu'il y en a qu'on n'avait pas flagué et sur lesquels il faut vraiment qu'on avance. Et c'est vraiment cette espèce de recette qui fait qu'on continue à avancer et on a encore un peu de chemin à faire. Peut-être un truc important aussi, c'est qu'à nouveau, c'est pas binaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les bonnes boîtes et les mauvaises, ça serait vraiment évidemment trop simple. Quand les entreprises ne sont pas certifiées Bicorp, souvent elles font de la certification, une espèce de Graal à conquérir. Et une fois qu'on l'est, il y a un piège, c'est qu'une fois qu'on l'est, on se rend compte qu'en fait le questionnaire, il change et il remonte les exigences tous les 3 ans. Et comme vous recertifiez tous les 3 ans, si entre 2 certifications, vous ne progressez pas, en fait vous régressez. Et donc en réalité, ce n'est pas une fin en soi, c'est le début de quelque chose qui est juste l'aventure entrepreneuriale, en fait, qui consiste à se poser tout le temps la question de comment on pourrait faire mieux, comment on pourrait faire autrement, comment on pourrait avoir plus d'impact positif, moins d'impact négatif, etc. Merci beaucoup à nos invités. Avant de les applaudir chaleureusement, je voudrais qu'on prenne des... Si on peut, si on veut, si vous voulez. Ils sont toujours preneurs, je pense. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? La première question étant toujours la plus difficile à poser. Je peux vous faire passer le micro. Question... Ah, bah, celui-là, super. Marion est là, peut vous passer le micro. Voilà. Qu'est-ce que ça vous fait dire, poser comme question, réagir? Normalement, Cléa est bonne cliente pour les premières questions. Il y a une question là, sinon, Marion, derrière toi là-bas, le monsieur. Voilà, on a la première question, c'est parfait, ça chauffe la discussion. Bonjour, merci pour cette intervention. Moi, je m'appelle Sébastien. Je travaille dans le mass market. Bonjour. Et toute ma question, c'est l'impact du prix. Parce qu'aujourd'hui, c'est une grosse problématique. Mon envie, c'est de faire plein de choses en France. Déjà en interne, c'est compliqué de gérer par rapport au prix d'achat du produit. Mais alors, le prix de vente, on n'en parle même plus. Et on commence petit à petit à creuser ça. Et donc, quelles sont les perspectives? Et surtout, deuxième problématique, c'est les volumes. Aujourd'hui, en France, je n'ai pas la capacité, en tout cas, de faire en France. Il faut qu'on bosse ensemble, mais je laisse mes invités répondre. Moi, sur le prix, je pense que c'est moins une problématique économique qu'une problématique culturelle. Ça fait un paquet de décennies qu'on est dans une société de consommation, mais ça fait que très peu de temps qu'on a pris l'habitude d'acheter des slips à 3 € et des jeans à 20 €. Ça fait 20 ou 30 ans. À l'échelle de l'industrie, du commerce, etc., c'est très peu.
Et en fait, c'est ça le problème. Il suffit de se mettre derrière une machine à coudre et d'essayer de se fabriquer un jean à la maison pour voir que 20 euros, c'est pas possible en fait. 30 euros, c'est pas possible. J'ai fait un slip en entier hier, je peux vous dire, Voilà. cata. Donc c'est du savoir-faire et c'est du temps. Bon bah ça vaut pas 20 balles. Ou alors si ça vaut 20 balles, il faut se questionner sur notre modèle social, sur notre niveau de vie, etc., etc. Donc en fait, chercher à faire du Made in France des produits tout pourris, c'est pas l'avenir. Et donc c'est pour ça que je pense que c'est vraiment avant tout un enjeu culturel, c'est qu'il faut qu'on réapprenne la valeur des choses. Et pour ça, il n'y a pas mieux que de visiter des usines pour se rendre compte qu'en fait, un slip, ça ne pousse pas sur un arbre, un jean non plus, et que du coup, il faut arrêter d'espérer l'acheter 3 euros pour le vendre 9 euros. Et donc ça, c'est un changement de croyance du consommateur, mais aussi de tous les échelons. Donc en fait, on est tous responsables, quelle que soit sa place dans l'entreprise, et aussi un petit peu quand on est dans le marketing d'enseignes qui font du mass market. Donc en fait, on a tous notre part de responsabilité. L'enjeu, c'est comment on change ça. Les croyances sont très puissantes. On dit que le Made in France est cher. Moi, on me dit, ah ouais, votre jean 1083, c'est entre 100 et 130 euros, c'est pas donné. Mais à mon avis, Levi's, on ne leur dit jamais, putain, 100, 130 euros, Levi's, c'est pas donné. Pourquoi on nous pose la question à nous, en fait? Juste parce qu'on fait du Made in France. Et donc, en fait, on se fait du mal à se marteler l'importance d'un prix qui est en plus pas si important que ça dans un achat identitaire. On ne s'habille pas pour pas être tout nu ou pour pas avoir froid ou pour avoir chaud. On s'habille de manière archaïque pour parler de soi. C'est pour ça qu'on se parait déjà de tentures et de bijoux quand on était tous poilus et qu'on vivait dans des grottes il y a des millénaires. Et donc, comme la mode répond à un enjeu émotionnel avant de répondre à un besoin utilitaire, eh bien, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui en dépensent beaucoup dans la mode. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui s'en foutent un peu, qui ne dépensent pas beaucoup d'argent. Et donc, c'est pour ça que pour moi, chercher à faire pas cher pour atteindre le grand public, ce n'est pas le chemin d'avenir de Made in France. Ça ne marchera pas. Par contre, acculturer les gens au vrai prix des choses, en leur faisant visiter des usines, en responsabilisant, en rapprochant, comme je disais, la proximité, en rapprochant les gens des vertus de leur consommation, ça j'y crois beaucoup. Ça demande juste qu'on se pose moins la question du prix et qu'on se pose plus la question du sens. Voilà. Si je peux compléter la réponse, et je sais qu'on est aussi complémentaires là-dessus, je pense qu'il y a effectivement les deux démarches à faire. Ce que tu décris quelque part, c'est un sujet de désirabilité, enfin de donner envie, d'expliquer, de raconter ce qu'il y a derrière. C'est vraiment la démarche de l'usine du futur. Je pense que quand vous avez vu la chaussette chez Brousseau et le slip chez Le Maillot, effectivement, on se rend compte du temps, du savoir-faire des gens derrière, donc ça lui donne de la valeur. Maintenant, il y a aussi une vraie réalité de pouvoir d'achat et d'habitude des gens, effectivement, qui est complexe. Donc là-dessus, je pense que le Made in France peut et doit faire de la productivité. C'est pas un gros mot, c'est de se dire comment est-ce que avec nos contraintes de modèle social qu'on défend, de SMIC au-dessus de 1600 euros, comment est-ce qu'on arrive à inventer des machines, faire de la circularité, arriver à fabriquer pour moins cher en fait, tout en conservant le modèle. Et en fait, c'est pas négocier pour négocier pour négocier, parce que ça, effectivement, depuis 30 ans, ça nous a emmené de plus en plus loin pour aller ajuster sur le SMIC et la valeur qu'on donne au temps humain. Parce qu'en fait, le slip fabriqué au Bangladesh, ça va être les mêmes opérations et la même machine et le même temps. C'est juste que la personne qui le fait, ici en France, est payée à minima au SMIC et dans la réalité beaucoup plus parce qu'on a du mal à former, à recruter. Donc finalement, c'est plus que le SMIC. Et dans le cadre de travail qu'on défend tous, 5 semaines de congés payés. Et je crois qu'on est très fiers de ce modèle-là et qu'on n'a aucune envie qu'ici les gens travaillent autrement. Au Bangladesh, je ne connais pas le SMIC bangladais, mais je pense que de toute façon, il n'y en a pas. Et que c'est ça la réalité. Et que, à la même manière que émotionnellement, on vit quelque chose ici à l'usine du futur, il faudrait aller voir l'usine d'hier au Bangladesh. Si on faisait cette même visualisation, ça donnerait pas forcément envie d'acheter le produit. Donc du coup, je pense qu'il y a une voie intermédiaire qui est de toute façon bien travailler la pédagogie sur un segment effectivement où on donne envie d'acheter des vêtements qui sont un peu plus chers, et de l'autre côté, bien travailler la productivité, inventer les machines de demain. La chaussette en est un bon exemple, hein. C'est quelque chose qui est assez automatisé. Nous, on l'a fait avec un exemple, avec un slip en seamless qu'on travaille chez Initex. Donc on a automatisé une partie du process, donc c'est un produit différent que le bosseur que vous voyez là-bas. Mais ce produit-là, on arrive à le fabriquer et le vendre 5 euros moins cher. Donc 5 euros en partant de 40 euros, ça reste 35 euros. Mais en pourcentage, c'est déjà 15 ou 20% qu'on arrive à économiser dans le prix de vente. Et c'est cette démarche-là qu'on doit, à mon sens, amener dans le temps. Et il passera par un truc assez graduel. Encore une fois, c'est pas tout noir ou tout blanc. Si on ramène des volumes, qu'on investit, que tous les fabricants ici, ils ont plus de cartes de commandes, plus de visibilité, ils vont acheter plus de machines, ils vont former plus de gens, on va fabriquer plus vite, on arrivera à étaler mieux les charges et donc du coup aller chercher des produits qu'on arrivera à fabriquer et vendre moins cher. Et je pense à rendre le Made in France plus accessible. Mais ça va prendre du temps.
Et quelque part aussi, dernière façon de répondre, je pense que quand on est en mass market, pareil, de ne pas avoir la vision binaire, c'est 100% ou ça l'est pas, de se dire ok, je vais mettre 4% de mon offre en Made in France, je vais faire des jolies capsules, je vais bien expliquer, je vais emmener mes clients en usine, je vais valoriser, je vais mettre l'habitude chez les gens et ok, je vais peut-être faire 2, 3, 4, 5 points de marge en moins, mais par contre, je vais aller mieux raconter mon histoire, je vais aussi me positionner et quelque part, avec la loi AGEC qui arrive, avec toute l'envie des clients, en fait, vous êtes un peu obligé de le faire de toute façon, donc voilà. Différents axes de réponse. Il y a peut-être un élément aussi à avoir en tête qui marche dans l'agroalimentaire comme dans le textile, comme dans l'électronique. C'est que probablement, ce n'est pas compatible avec le mode de consommation actuel où 30, 40%, 50% de ce qu'on achète, on ne le porte pas, on ne le mange pas, on le jette, etc. C'est-à-dire, économiquement, si on réfléchit à cet argent-là, on peut le remettre dans des produits fabriqués autrement, sur lesquels l'histoire n'est pas la même, qu'on est plus fier d'acheter. Et accessoirement, ce qu'on voit très bien dans l'agroalimentaire, c'est quand on paye plus cher, on ne jette pas en fait. Donc si vous achetez du jambon, je sais pas quoi, à base de porc noir de Bigorre, vous payez significativement plus cher que du jambon en plastique de supermarché. En fait, vous le jetez pas. Et donc cet effet-là, il est aussi important, c'est-à-dire de resituer en permanence les offres, j'allais dire mieux-disantes, qui ont plus de valeur parce qu'elles durent plus, parce qu'elles ne racontent pas la même histoire, etc., dans un mode de vie différent où on n'est pas obligé d'acheter 15 jeans, 50 paires de baskets et de remplir son frigo, son caddie, etc. Alors qu'on sait très bien que 30% de ce qu'on va payer à la caisse, en gros, personne ne le balancerait par les fenêtres. Mais en réalité, c'est ce qu'on fait. Oui, bonjour, je suis Delphine et je suis dirigeante d'une marque de prêt-à-porter qui travaille essentiellement au Portugal. Aujourd'hui, le Made in France est confronté à pas mal de challenges et notamment, vous l'avez dit, le challenge de la productivité, des volumes. Comment concilier le Made in France avec des marques de prêt-à-porter qui ne sont pas des marques de grand volume ? Aujourd'hui, quand on interroge des fabricants tels que ceux que vous avez sur votre carte, ils répondent volume essentiellement et pas vraiment création. Donc comment concilier ces deux éléments-là ? Là-dessus, en fait, ce dont il faut se rendre compte, c'est donc en France, on a perdu 80 à 85% des emplois textiles. Donc dans les années 90, il y avait 700 000 emplois textiles et habillement, donc à la fois les fabricants matières et les confectionneurs. Aujourd'hui, il y a à peu près 100 000. Donc on a perdu 85% de nos emplois en 30 ans. Le premier levier qu'on a fait sauter, c'est évidemment ce qui, d'un point de vue atelier, coûtait de l'argent et ramenait pas de l'argent tout de suite, c'était tout ce savoir-faire technico-commercial. Donc comment bien comprendre, accompagner un client dans le développement d'un produit, dans un prototype, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième, un septième prototype. Aujourd'hui, vraiment, pour ces ateliers, et moi je l'ai vécu il y a 10 ans, quand on démarre, aujourd'hui, quand on arrive et on n'a pas de notoriété de marque, on n'a pas de réseau de distribution, on a des petits volumes. On vient voir un atelier et vraiment, il faut se rendre compte que pour eux, le temps, c'est de l'argent, littéralement. C'est-à-dire que le temps qu'ils vont passer à développer un prototype ou une petite série de 20, 30, 40 pièces, c'est du temps qu'ils ne vont pas mettre sur un plus gros client qu'ils ont déjà ou de l'énergie qu'ils ne vont pas mettre. Et donc, du coup, en fait, aujourd'hui, et tant mieux, il y a beaucoup de petites marques qui se lancent, mais tous ici, là, Le Maillot, Brousseau, ils doivent faire le choix sur 10 dossiers, 15 aujourd'hui, et je leur souhaite, et tant mieux. J'espère que Brousseau, il a pris 200 dossiers sur 4 jours de petites marques qui veulent démarrer avec lui. Sa réalité, c'est qu'il ne peut pas faire le prototypage et les petites séries sur les 200 parce que sinon, il en meurt. Il doit prendre des clients comme nous, le slip français, qui vont lui faire tourner 30% de son temps de ses machines, et tant mieux. Mais son job aussi, c'est de faire le bon choix et de prendre les bons paris entre les marques. Donc aujourd'hui, vous avez en face de vous une filière très fragmentée de petites boîtes qui doit décider l'énergie. Et le temps, c'est de l'argent pour eux, qu'ils vont mettre sur différents trucs. Et du coup, eux ne vont pas gagner de l'argent sur des petites prods de 20, 30, 40, 200 pièces. Ils savent que le temps qu'ils vont mettre en conception, l'échange qu'ils vont avoir avec vous, qui sera peut-être moins calé, le temps de prototypage, ils savent qu'ils vont perdre de l'argent. Le truc, c'est que s'ils font ça pour tout le monde, ils sont morts. Donc, ils doivent dire non. Et du coup... Sauf qu'en fait, ils n'essayent même pas. Dans plein de cas, ils vous répondent, c'est 300 pièces au modèle, coloris. J'entends un modèle coloris, ce n'est pas la même chose. Donc, quand ils vous répondent ça, ils ferment, en fait, et pour en avoir discuté avec pas mal de gens, ils ferment des barrières, enfin, ils ferment les portes immédiatement. Moi, je pense que c'est aussi une façon de vous tester et que dans la vie, c'est aussi des rencontres et des déplacements. Moi, je pense que vous avez juste derrière vous le Lab Plus qui fait partie de ces gens, et elle ne m'écoute pas, Myriam, mais tu m'entends, Myriam, ou pas ? Je parle de toi.
J'ai dit que voilà, il y a des gens comme Myriam qui sont capables voilà, d'accompagner des jeunes créateurs qui démarrent, d'écouter, mais qui saura vous dire non si, effectivement, si c'est trop petit ou si aussi, et c'est aussi son rôle, si elle a moins confiance dans certains projets. Et vraiment, il faut vous dire, l'équation économique pour les ateliers, elle est ténue, et que s'ils partent trop de temps sur trop de petites choses, ils s'en sortent pas. Et effectivement, de dire 300, c'est aussi quelque part un gage de sérieux et d'engagement. C'est que, est-ce que vous êtes prêts? Et moi, au début, j'ai démarré avec 600 slips. 50 par taille par couleur et je pense qu'on m'a donné ce minimum et j'ai dit ok j'y vais et je lance la prod et je prends ce risque aussi moi aussi. Et alors que et je sais que Myriam a eu l'exemple pas plus tard qu'avant-hier, il y a mon fils qui vient d'arriver et ma femme qui sont juste là. Coucou Jojo. Et du coup si on prend l'exemple que Myriam a eu avant-hier d'une créatrice qui vient la voir en disant je veux une pièce unique, bah là son rôle à Myriam c'est de dire bah non en fait désolé moi je travaille pas pour toi en pièce unique, c'est pas possible. Donc je pense et j'entends et je sais qu'il y a des ateliers qui disent non mais la réponse à ça, c'est de se déplacer, d'aller dans l'atelier, de créer une relation de confiance et de trouver le bon pour que Bien ça marche. sûr, mais comment vous expliquez que des pays comme le Portugal, par exemple, qui est quand même très proche de nous, n'ont pas du tout la même démarche? Très simplement, le SMIC en France, c'est 1600, au Portugal, c'est 700. C'est pas pour ça que ça leur coûte aussi très cher de développer des jeunes marques. Ouais, mais là, la mécanique, elle est implacable. C'est que vraiment le temps. Mettons que vous avez quelqu'un au développement en produit, au prototypage. En France, il vous coûte à minima 1600 €. Au Portugal, 700. Donc mécaniquement, vous avez presque plus de 2 fois le monde pour faire cet accompagnement. Là où en France, vraiment, j'ai pas de. Et puis il y a un autre élément, c'est que la taille de l'écosystème portugais textile est plus important que le nôtre. Donc en fait, ce qu'explique Guillaume très bien, la même chose dans une boîte portugaise, c'est beaucoup plus dilué, ça a moins d'impact. Donc quelque part, c'est pas que les entreprises françaises, elles font travailler personne. Moi, j'étais une petite marque avant de créer 1083 aussi, et on est à l'échelle du marché du jean tout petit. On fait 50 000 jeans sur un marché de 67 millions. Donc c'est vraiment super marginal. Pour autant, les ateliers, ils reçoivent plein de demandes, ils font des paris sur certains. L'avantage des Portugais, c'est comme ils sont plus gros, ils font plus de paris par rapport à des porteurs de projets. Et nous, il n'y a qu'en faisant grandir notre écosystème que nos industriels, nos ateliers pourront faire un peu plus de paris. Mais ça va venir ensemble. Et il y a un dernier point pour compléter ce que disait Guillaume, c'est qu'il y a des métiers aussi où techniquement, on ne peut pas faire à petite échelle. Nous, 1083, on a notre propre tissage, on a 20 tisserands chez 1083. Un tissage, on ne peut pas tisser moins de... En fait, tisser 2000 mètres ou tisser 100 mètres, c'est le même prix à la fin. Parce qu'il y a des grosses charges fixes liées à l'installation de la chaîne. Et ben, du coup, c'est malheureux. Mais si vous voulez faire 50 mètres d'un tissu fantaisie, ben, en fait, ça va vous coûter le prix de 2000 mètres. Et donc, vous n'allez pas le faire. Ou alors, vous allez vous dire, je commence par un tissu pas fantaisie. Ou alors, je vais vous dire, je prends la même chaîne et je fais plusieurs trames différentes pour morceler ma production. Mais tout ça, ça va vous engager très vite dans nos problèmes de production. Et ça va vous rationaliser, en fait, votre réflexion. Et ben, en fait, le travail qu'a expliqué Guillaume, par rapport à tous ces prospects, toutes ces petites marques qui veulent faire du Made in France, c'est un travail de rationalisation qu'elles font, parce que si elles ne le font pas, ça les met en danger. Et effectivement, le nombre de paris que peut faire un petit atelier est plus grand que le nombre de paris, est plus petit que le nombre de paris que peut faire un plus grand atelier. Et comme il y a beaucoup plus de grands ateliers ou de nombreux ateliers au Portugal, ils font plus de paris que nous. Donc, vous avez l'impression, et c'est vrai pour l'instant, qu'ils sont plus ouverts. Mais c'est juste qu'ils ont plus les moyens de le faire parce qu'ils sont plus gros. À nous de grandir. Et aussi, pour le dire, je pense qu'ils sont très forts aussi. Hein. Il y a un bassin où ils sont forts, ils sont agiles, ils proposent des trucs. Et à nous de continuer à grandir, de progresser et d'avancer. Donc c'est important de l'avoir en tête. Mais effectivement, ils sont forts. Et tant mieux, ça nous pousse vers l'avant. Est-ce qu'on a une autre question? N'hésitez pas, nos invités sont là pour ça. On est ravis de partager ce moment avec vous, de voir qu'il y a du monde. Bonjour. Alors je viens d'arriver, je n'ai pas entendu les premières questions, donc n'hésitez pas à me dire si elle a déjà été posée. Mais juste avant, vous aviez dit que depuis les années 90, on est passé de 700 000 à 100 000 personnes. Pardon. Donc à 100 000 personnes qui travaillent dans le textile en France. Qu'est-ce qu'on a comme possibilité pour une entreprise comme le Slip français, justement de changer la donne et d'avoir un peu plus de gens dans ce domaine, parce que de ce que j'ai pu voir aussi, la plupart des entreprises cherchent à recruter. C'est vrai que c'est assez paradoxal. En fait,
Donc ça, c'est de toute façon un constat de fait. Le fait que les usines soient parties, on est parti parce que ça coûtait moins cher ailleurs, parce que nous tous consommateurs, on faisait peut-être moins attention à comment étaient fabriqués les vêtements, on voulait acheter moins cher, plus accessible. Donc voilà, ce mouvement de délocalisation, je ne vous le refais pas. Aujourd'hui, les chiffres se stabilisent d'emploi. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Le sujet, c'est que l'intention d'achat Made in France, tout le monde dit OK, à 92%, les gens sont prêts à acheter Made in France, mais il faut que ce soit 10 à 15% plus cher max, là où c'est plutôt plus 20, plus 30, plus 40. Donc aujourd'hui, il n'y a que 3% des vêtements mis sur le marché en France qui sont fabriqués en France. C'est là où ça coince, c'est que il faut qu'on arrive à 4, 5, 6, 10%. Donc nous, ce qu'on peut faire, le slip français, comme les autres marques, c'est vous donner envie. Et c'est ça notre métier, vous raconter, vous montrer comment c'est fabriqué pour que, à la fois émotionnellement et rationnellement, vous dites OK, en fait mes slips, je vais acheter chez vous. Et n'hésitez pas, et on a une boutique juste là et une autre juste derrière. Donc voilà, ce qu'on peut faire, c'est pousser dans ce sens-là, à titre de marque. Ce qu'on peut faire aussi, et on le fait avec les ateliers du slip, et peut-être Elisabeth, tu voudras rebondir. Aujourd'hui, nous, c'est aussi pour ça qu'on fait l'usine du futur. Aujourd'hui, à force d'être approché par beaucoup de gens, grande distribution, luxe, vêtements de travail qui veulent relocaliser, on les accompagne pour les aider à trouver le bon positionnement prix et la bonne façon de se mettre en lien avec ces ateliers. Donc ça, c'est une nouvelle activité qu'on démarre qui peut avoir beaucoup d'impact et qui du coup ramènera du carnet de commandes et des demandes dans les ateliers. Et nous reste tout entier le sujet du recrutement. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de filière de formation. C'est un métier qui ne faisait plus forcément rêver et c'est aussi l'enjeu aujourd'hui. Et moi, je suis hyper heureux de voir qu'il y a plein d'enfants et plein de jeunes. On a eu plein de groupes amenés par leurs profs qui venaient ici pendant les 4 jours pour visiter. Quand on voit les yeux émerveillés, tu le disais, quand on voit des machines et qu'on voit des jeunes, et les moins jeunes, qui retrouvent le sens de ce que c'est un vêtement, ce que sont les opérations, et quand on voit les métiers à tisser, derrière, on se rend compte en fait de la complexité du truc, ça donne envie, et j'espère que ça peut réinitier l'envie de venir travailler dans ces métiers. On a des écoles là-bas, avec la Fabrique et Mode Art, qui forment les gens à ces métiers-là pour aller nourrir les ateliers. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a quelque chose comme 10 000 postes ouverts ou 8 000 postes ouverts sur Pôle emploi de gens qui cherchent à recruter. Donc c'est un vrai sujet qui est tout entier. Donc il faut donner envie à la fois les marques et les employeurs pour venir créer des vocations. Mais l'enjeu, il est énorme et tout entier. L'usine du futur à son petite échelle essaie de répondre à tout ça en même temps. Je ne sais pas si les uns et les autres veulent rebondir là-dessus. Ce que je peux ajouter comme petite note d'optimisme, même si ce n'est pas gagné, pratiquement aujourd'hui, toutes les grandes marques nous sollicitent pour essayer de construire un business plan à relocaliser leur marque en France, une partie de leur marque en tout cas, notamment autour du packaging textile, autour de pas mal de choses. Et on a un très très gros pipe, et quand on regarde le pipe et qu'on le mesure, tout à l'heure j'ai donné des indicateurs où on disait que à chaque fois qu'on fait 40 000 euros de chiffre d'affaires, on crée un emploi. On n'est pas loin de 15-20 000 emplois. Donc on est sur des très très gros chiffres, on est sur des vrais changements d'échelle. Je parle que de la partie confection, donc il y a tout le reste de la chaîne de valeur qui va suivre derrière. Donc c'est toujours comme ça dans le business, c'est que dès qu'il y en a un qui tombe, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, et puis ensuite tous les autres tombent en même temps. Donc on est dans la phase où on va chercher, nous, de notre côté, acteurs de l'écosystème, à investir dans la formation, parce qu'il faut que les gens soient formés le jour où le monde aura basculé, et investir aussi dans la partie industrielle. Et c'est là qu'on voit que c'est magnifique ce que le slip français a fait aujourd'hui avec l'usine du futur. Voilà. Peut-être pour rebondir là-dessus, c'est intéressant de regarder ce qui se passe dans d'autres industries, mais en t'écoutant, je pensais très souvent, et c'est à nouveau des opportunités entrepreneuriales d'ailleurs, mais quand les entreprises sont confrontées à des difficultés, soit elles disent désolé, on ne peut pas faire, soit elles se disent et si moi je développais la solution au problème que je rencontre, parce qu'après tout, je suis le plus concerné. Et je pensais en t'écoutant à une entreprise agroalimentaire que j'aime bien, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, dont j'ai découvert les engagements il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Braise Café, qui est une boîte qui fait des crêperies, qui étaient confrontés au fait qu'il n'y a plus de sarrasin en France. Ils ont créé une ferme en Bretagne pour réimplanter une filière sarrasin auprès de laquelle ils s'approvisionnent, et qui étaient confrontés à un problème de formation. Ils ont créé une école qui forme les jeunes au métier de crêpier et ensuite les envoie partout dans le monde. Donc en fait, souvent, c'est aussi des opportunités entrepreneuriales, de diversification, etc., d'essayer de résoudre les problèmes auxquels on est confronté. C'est un peu ce qu'on fait nous, effectivement, d'aller recycler du coton, d'aller mettre les pieds dans les champs de chanvre, dans les champs de lin. Et c'est vrai que c'est ce côté entrepreneurial de tirer le fil, sans mauvais jeu de mots, de se dire ok, en fait, comprendre son métier, jusqu'où on va, et essayer de faire avec bon sens tout au long du chemin. Est-ce que nous avons une
ou deux dernières questions avant qu'on libère nos invités. On a complètement débordé l'horaire, mais on voit que le monde est arrivé. Est-ce qu'on a une dernière question? N'hésitez pas, on est là pour ça. Ouais, on a une question devant Marion, merci beaucoup. C'est pas vraiment une question, mais c'est pour dire qu'il y a pour les jeunes, il y a le textile habillement et le textile technique aussi. Donc il y a plein d'entreprises en France qui font du textile technique et c'est voilà, une super activité aussi. Très dynamique, effectivement. Et juste pour redire deux mots, ce qu'on appelle en fait littéralement textile dans notre métier, c'est toute la partie amont, tricotage, tissage, teinture, ennoblissement. Et la partie habillement, c'est vraiment la partie plus confection. Donc là, vraiment, comment est-ce qu'on fabrique un vêtement à partir de la matière. Et effectivement, dans le textile, vous avez le textile technique sur lequel les Français sont très forts dans plein d'applicatifs, l'aéronautique, le luxe, la chaussure, enfin, voilà, plein de choses. Il y a effectivement une activité très dynamique dans le textile technique. Dernière question pour la route ou on s'arrête là? On s'arrête là. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à mes invités pour ce